L'été arrive et j'avais envie de monter plusieurs PC gamers et vous les présenter. Aujourd'hui, on s'attaque à un PC qui coûte entre 450 € et 500 €, spécial petit budget. Petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, aujourd'hui on s'attaque à un PC qui coûte entre 450 € et 500 €. Je vais le tester sur plusieurs jeux. Donc la vidéo se va décomposer en 3 étapes. Donc première étape, je vais vous présenter tous les composants et leur prix. Deuxième étape, ça va être un tuto spécial du montage de ce PC. Je vais faire le tuto complet parce que c'est plus un PC destiné aux débutants. Donc j'ai voulu faire le tuto complet. Donc ça va durer assez longtemps, mais on se retrouve en troisième partie de vidéo. Donc je vous mets le chronomètre ici. Troisième partie de vidéo pour voir toutes les performances, les températures, etc. Donc comme vous voyez, c'est un PC qui est vraiment très compact. Après, il y a plusieurs choix possibles. Alors bien sûr, si vous voyez la vidéo dans 6 mois, il y aura pas mal de composants qui auront changé. C'est pour ça qu'il y a mon site internet, donc c'est la première ligne de la description. D'ailleurs, tous les composants ici, ce sera dans la description. Donc première ligne de la description, c'est mon site internet, c'est toutes mes configurations de référence. Je les mets à jour 2-3 fois par mois. Donc n'hésitez pas à voir plutôt mon site si les prix ne vous conviennent pas ou alors si les composants ont changé. Donc aujourd'hui, 450 € personnellement que j'ai acheté, mais le prix actuellement, c'est plus dans les 470 €. Donc c'est parti, on va commencer par présenter les composants. Alors comme d'habitude, on commence par le processeur. C'est le petit Ryzen, une nouveauté Ryzen 3 1200AF. Donc c'est un Ryzen avec l'architecture Zen+, donc c'est-à-dire c'est comme si c'était un Ryzen de deuxième génération, donc il est gravé en 12 nanomètres, donc c'est un 4 cœurs qui est très performant, c'est le meilleur d'entrée de gamme pour moi à moins de 60 €. Donc dans la boîte, il y a le Ventirad avec la pâte thermique pré-appliquée dessus. Donc pour ce prix-là, franchement, il n'y a pas de concurrence. Le plus près en face, c'est le Ryzen 3 3200G, il se rapproche vraiment des performances de celui-ci, donc c'est vraiment le plus proche. C'est une nouveauté, il est vraiment très récent, et pour moi, dans l'entrée de gamme, c'est le meilleur processeur. Alors, pour l'accompagner, j'ai mis une petite carte mère compacte, une MSI B450M à Pro Max. Donc moi je l'avais acheté 62 €, actuellement elle est à 69 €. Après c'est à vous de voir, mais dans cette configuration c'est une carte mère qu'il faudra en M pour micro ATX. Je vais vous donner le défaut de cette carte mère. Déjà la qualité c'est son prix, c'est qu'il est compatible avec tous les Ryzen, donc Ryzen série 3000 sans souci. Il accueille des SSD M.2, ça c'est très bien. Donc son défaut c'est que le port PCI 4 fois est masqué par la carte graphique. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc il y a d'autres cartes mères alternatives, notamment la version Pro VDH qui est un tout petit peu plus chère et qui est quand même beaucoup mieux, qu'on verra dans un prochain PC, mais dans tous les cas, cette carte mère fait le travail. Si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, c'est pas grave. Il y a le format clé USB aussi qui existe, donc après c'est à vous de voir, mais moi je l'avais acheté 62 € et le prix a augmenté à 69 €, donc ça fait largement le taf. Le B450 permet un overclocking, je vais en revenir tout de suite après parce que je vais overclocker un petit peu également le processeur. Donc avec ça, la barrette est dans le PC, donc elle est plus ici, mais c'est 8 Go en DDR4 3000 de chez G-Skill. Donc le prix super intéressant, 33 €, c'est vraiment génial. Donc une seule barrette pour pouvoir faire évoluer plus tard à 16 Go. Je vais en reparler après, que c'est vrai que 16 Go c'est de plus en plus bénéfice. Donc 8 Go, une seule barrette, 34 €. C'est sûr que je vais faire une commande groupée sur les sites comme Alternate ou Cybertech pour pouvoir plutôt amortir les frais de port, parce qu'il y a des frais de port malheureusement sur certains sites. Donc voilà, franchement très bonne barrette. Seulement il faut faire attention avec ce type de barrette, c'est que par défaut la fréquence tourne à DDR4 2133. Donc juste un petit tour dans le BIOS pour activer le XMP, pour la faire tourner à DDR4, c'était 2933 d'ailleurs, donc c'est presque 3000, mais c'est vraiment beaucoup plus performant que de laisser à 2133. Au niveau de la carte graphique, on file chez Cybertech pour une GTX 1650 Super, franchement c'est un de mes modèles préférés, modèle très compact de chez PNY, 179 €, le prix est canon. Alors, certains aiment bien la RX 580, notamment la version 8 Go, pour le même prix, mais ça consomme plus, ça chauffe plus. C'est pour ça que je préfère cette version qui est vraiment très bien, les performances sont très proches, mais voilà, ça consomme beaucoup moins, elle se fait beaucoup plus discrète, vous allez voir les températures, les bruits après, mais voilà, une petite carte graphique compacte, sympathique, qui s'intègre dans pas mal de boîtiers assez compacts, donc voilà, franchement elle est très performante, pour moi en entrée de gamme c'est vraiment top. Si vous avez un budget inférieur, il y a toujours la RX 570 4 Go qui existe, notamment le modèle XFX. Donc après, c'est à vous de voir. Donc je l'ai mis d'ailleurs sur mon site dans la configuration à 400 €, le modèle XFX RX 570. Donc celle-ci très bien, on va voir les performances tout à l'heure. Donc au niveau stockage, je reste sur une solution très simple, c'est un disque dur d'1 Tera. Donc je vous le montre ici, j'en ai un autre, c'est exactement le même. Personnellement, j'ai acheté un modèle qui était reconditionné comme celui-ci de chez Seagate et il était à
37,99 €. Actuellement, il n'y a plus de modèles reconditionnés en stock, mais il y a des modèles qui sont neufs, notamment modèles de chez Western Digital pour 44 €. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la facture est un tout petit peu plus importante. Au lieu de 450 €, le PC actuellement est à 470 €. Après, si vous avez légèrement plus de budget, un petit SSD de 120 Go pour installer Windows, c'est vraiment un gros plus. Donc voilà, solution minimum 1 Tera pour stocker pas mal de données et pas mal de jeux. Donc pour l'alimentation, j'ai choisi de mettre une nouveauté ici de chez Sharkoon. Elle vient juste de sortir la Sharkoon SHP 500 watts bronze qui existe également en version 600 watts. Donc prix super intéressant à 48 €. Donc c'est une bonne alimentation. Alors moi j'aime bien cette alimentation, pourquoi? Parce que déjà elle a deux branchements pour les cartes mères qui sont plutôt haut de gamme, vous savez maintenant les X570, Z490, elles ont deux branchements 8 pins, donc elle est compatible dessus, les câbles en plus de ça sont vraiment noirs, gainés noirs et ils sont extra plats, ça va être vraiment utile pour ce boîtier parce que le câble management était vraiment très difficile. Et pour les cartes graphiques il y a également 2 x 8 pins, donc ça c'est vraiment très bien, donc 6 plus 2 pins, donc il y a possibilité de mettre des cartes graphiques plutôt haut de gamme également avec cette alimentation. Donc précision sur cette alimentation, sur le 12 volts c'est du 444 watts et il y a marqué aussi la version 600 watts qui fait 540 watts sur le 12 volts. Donc deux bonnes alimentations à prix canon. Et pour finir le boîtier, c'est le Colink Inspire K2 que j'ai acheté ici qui est vraiment très bien pour 38,99 € exactement sur le site Cybertech. Donc voilà, vraiment sympathique, très compact. Donc juste pour vous dire, c'est 38 cm de hauteur pour vous dire qu'il est vraiment très compact. Alors deux gros points positifs sur ce boîtier. Déjà, c'est la petite bande LED ici en façade. Il faut l'alimenter en Molex malheureusement, donc on verra ça dans le tuto montage, mais voilà. Il suffit d'appuyer dessus comme d'habitude et on fait balayer les modes d'éclairage. Donc ça, moi je trouve ça vraiment très bien. Il y a plein de modes qui sont vraiment très très bien. Et surtout, ce qui est vraiment bien sur ce boîtier, c'est la vitre en verre trempé. Je vais la dévisser, je vais vous la montrer. Alors là, on a affaire à une vitre en verre trempé de qualité, du 4 mm d'épaisseur, donc là c'est vraiment très bien pour un boîtier d'entrée de gamme. Et vous avez vu la petite bande noire qui fait tout le tour. Alors cette petite bande noire qui va cacher le châssis, ça fait quand même une finition beaucoup plus haut de gamme parce qu'on avait déjà présenté d'autres boîtiers, notamment dans les 60-70 €, qui n'avaient pas le petit contour ici noir pour cacher le châssis. Ça c'est vraiment très bien, ça coûte que dalle et je pense que tous les constructeurs devraient mettre ça. Donc 4 mm d'épaisseur, mais comme d'habitude faites attention. Le verre trempé, c'est fragile. Donc cette configuration, comme je vous ai dit aujourd'hui, 470 €. N'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens. Et comme je vous ai dit, première ligne de la description, c'est mon site internet avec toutes les configurations suivant les budgets qui seront beaucoup plus à jour si vous regardez cette vidéo dans 6 mois. Allez, c'est parti, on attaque avec le tuto montage et on se retrouve pour parler des performances et du bruit. Alors c'est parti, pour commencer, on met la carte mère sur sa boîte et on va retirer les 4 vis de fixation ici pour récupérer la plaque qui est juste derrière. Donc c'est pour fixer après le ventirad. Donc ça c'est bien de les garder pour un ventirad alternatif. Donc c'est parti, on retire les 4 vis. Donc tournevis cruciforme. Donc gardez bien toutes ces fixations dans la boîte. Donc comme vous voyez, la plaque à l'arrière elle se défait et ça va servir pour fixer notre ventirad AMD. Donc arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? On déverrouille le socket. Comme ceci, on lève la patte, on prend notre processeur. Ici, il y a un petit point blanc, comme vous voyez. Ça correspond à la petite flèche ici qu'il y a sur le processeur. Donc, on y a juste à déposer dessus. Donc, je dépose dessus, il y a juste à le poser comme ça. Voilà. Donc, l'écriture ici va vers l'arrière de la carte mère. Et on descend ça, et voilà. Le processeur est en place sur son socket. Donc on va mettre le ventirad. Donc ventirad précision, la pâte thermique est dessus. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. L'écriture, moi j'aime bien la mettre vers l'arrière pour pas que ça gêne les barrettes de RAM. Donc il y a juste à déposer dessus. On aligne en face. Voilà, on dépose et on va visser en croix. Une. Voilà, le mieux c'est de visser en croix pour répartir la pression. Donc là, il faut vraiment aller jusqu'en butée. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà. Ensuite, pour que la carte mère détecte le ventilateur, on va mettre ici sur CPU fan. Le CPU fan est en haut des cartes mères. Donc ici, moi, ce que je fais, c'est que je passe le câble derrière. Et derrière celui-là. Donc vous avez vu comment j'ai fait, j'ai passé derrière. Et donc je branche sur CPU fan. Il n'y a qu'un sens, on ne peut pas se tromper. Il y a une petite encoche. Clac. Donc je vais installer la barrette de RAM. Maintenant, DIMM A1, DIMM B1. On déverrouille ici de chaque côté. Sur les barrettes de RAM, il y a deux longueurs différentes. La petite longueur qui va en bas. Il y a juste à aligner comme ça en face.
On clipse de chaque côté, on reverrouille au cas où. Et donc prochainement, si vous avez une deuxième barrette de mémoire, vous remettrez sur le deuxième. C'est quand même mieux d'en avoir deux. Donc on vérifie bien, je pousse jusqu'au bout. Et là, ils sont bien clipsés ensemble. Donc là, c'est vraiment la plateforme de base, c'est-à-dire le processeur avec son ventirad branché sur CPU fan. Donc je vous montre la carte graphique qui prendra place ici. Donc en bas à gauche, ce sera l'audio pour la façade. Les ports USB ici, c'est J-USB, USB 1, USB 2. Celui-ci, c'est l'USB 3. Ici, c'est les ports SATA ici pour disque dur ou SSD. Également SSD M.2 qui peut prendre place ici avec la petite vis qui va avec et la longueur. De l'autre côté, il y a également les ports SATA. Là, ici, c'est pour alimenter en courant la carte mère. En haut, c'est pour alimenter en courant le processeur, donc que ce soit 4 pins ou 8 pins. Maintenant, les cartes mères peuvent aller jusqu'à 16 pins, 2 x 8 pins. Et donc ici, on a le JFP1, c'est tous les branchements de la façade du boîtier. C'est-à-dire bouton Power, bouton Reset, HDD LED et Power plus LED. Je vous montre l'arrière de la carte mère. Donc ici, il y a de l'USB 3.0, les bleus. Donc les branchements ici HDMI et DVI, vous en tenez pas compte. Il faut un processeur G pour en bénéficier. Là, les branchements de votre écran, ce sera sur la carte graphique. Donc également de la l'USB 2.0. Ici, c'est pour brancher votre câble Ethernet pour relier directement à la box. Si vous voulez le Wi-Fi, malheureusement, sur cette carte mère, il faudra mettre une clé USB format Wi-Fi parce que ici, c'est un peu juste. La carte graphique va manger le deuxième port ici. Donc maintenant, on va s'attaquer au boîtier. Donc ici, le boîtier, il est très compact, celui-ci. Donc ce que je fais, moi, souvent, c'est que je vais retirer toutes les vis pour commencer. Je vais faire de la place. Donc la vitre, on va la mettre de côté. Gardez bien les vis, attention, moi je mets ça dans une petite boîte souvent. Donc à l'intérieur le sachet avec toutes les visseries. Donc ça je dégage tout ça déjà également. Donc ça c'est tous les branchements de la façade ici. Et de l'autre côté pareil, je retire la porte. Donc là il y a 2 vis également. Donc il n'y a pas beaucoup de place, mais bon ce qui est bien c'est que les câbles sont plats sur l'alimentation. Et donc ce que je vais commencer par faire, c'est tout ce qui est câble façade. Ici, je vais les passer de l'autre côté. Tout en haut, ici, il y a de la place. Donc souvent, je fais de la place en premier sur les câbles façade. Vous avez vu, ça passe là. Donc on va commencer par l'attacher avec un petit riselant ici. C'est bien d'avoir des petites pochettes comme ça de riselant. Ça coûte vraiment pas très cher. C'est en vente chez Action, par exemple. Ou la Foire Fouille, ou les petits magasins comme ça, c'est vraiment pas cher. Donc je vais commencer par accrocher tous les câbles. Donc voilà, comme ceci. Donc l'alimentation sur ce boîtier va prendre place tout en haut. Donc c'est parti, j'installe l'alimentation. Moi j'aime bien faire ça. Donc là ça va être ventilateur vers le bas parce qu'elle va participer au refroidissement du boîtier. Donc c'est les conceptions à l'ancienne. Et donc ici il y a 4 vis à fixer. C'est les vis qui sont fournies dans l'alimentation directement. Ou alors des fois dans le sachet de la carte mère il y en a également de fournis. Donc 4 vis. Là il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit juste d'avoir un petit tournevis à la maison bien sûr. Donc petit rappel au niveau de l'alimentation, la position 0 c'est sur off. Sur le 1, c'est sur on, donc faites bien attention à ça. Donc maintenant, tant qu'on est ici, on va mettre la plaque IO Shield, donc cette petite plaque ici. Donc il y a les 3 ronds, c'est les 3 ronds qui correspondent aux entrées audio. Donc ça va vers le bas ici, vu que les équerres sont ici. Donc on va mettre ça. Donc là, il y a juste à pousser et à clipser. Donc une fois que c'est bien aligné, il n'y a vraiment pas de souci. Tant qu'on est ici, on va mettre le disque dur juste ici. Donc il y a juste à le poser. On va le glisser. Et donc vous avez vu, il y a une vis ici. Et une vis ici à mettre et on va faire l'autre côté également. Donc là je vais ouvrir le sachet qui est fourni avec. Donc ce sont les vis à tête plate, ce sont exactement les mêmes que pour fixer la carte mère au châssis, vous avez vu, c'est comme celle-ci. Donc là je vais visser ce côté là déjà. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, le disque dur est en place. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que tous les câbles ici de l'alimentation, je vais les faire passer dans le petit trou ici, tout en haut. Donc je vous montre tout ce qui est câblage. Donc ici, c'est l'alimentation de la carte mère. C'est le gros 24 pins. Donc voilà, je le fais passer tout là-haut. Nous avons le câble ici pour l'alimentation du processeur. C'est marqué CPU dessus. Donc nous, un seul 4 pins, ça suffira pour cette carte mère. Donc je fais passer également tout là-haut. Donc ici, le câble PCI Express, c'est pour brancher les cartes graphiques. Donc ça peut être les cartes graphiques jusqu'à, par exemple, 16 pins, 2 x 8 pins. Et donc ici, on a des câbles SATA. SATA, c'est pour alimenter disque dur SSD. Et tout en bout, on a du Molex. Le Molex, ça va servir pour les ventilateurs de ce boîtier. Donc on passe tout ça également de l'autre côté. Et donc comme vous voyez de ce côté-là, c'est vraiment le gros bordel. Donc je vais serrer au maximum parce qu'il n'y a pas trop de place dans ce boîtier d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va présenter la carte mère. On va juste vérifier que ça correspond bien les entretoises ici par rapport aux trous ici de la carte mère. Donc on va vérifier déjà. Donc par chance, il y a tout qui correspond. Donc également ici, moi j'aime bien redresser parce que des fois ça passe en dessous. Donc voilà, je redresse un petit peu toutes ces équerres ici métalliques. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier les entretoises ici à casser par rapport à la carte graphique.
Donc je présente comme ça, comme on a fait tout à l'heure, je présente. Je vais aligner ma carte graphique sur le port PCI Express. Et donc, je vois clairement qu'il faut casser les deux du milieu. Donc voilà, il vaut mieux faire maintenant parce qu'après on est dérangé par rapport à l'installation de la carte mère. Donc il suffit juste de les faire pivoter. Vous pouvez casser les 4 si vous voulez, c'est pas dérangeant. Donc voilà, on présente comme ça. Donc là, je vais remettre en face. Et donc là, voilà. Il y a juste bien à aligner en face. On vérifie de l'autre côté. Donc tout est bien en place. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, les vis, c'est exactement les mêmes que pour le disque dur. C'est les petites vis comme ça à tête plate. Il y a juste à les visser ici au niveau des entretoises du boîtier. Donc là, il n'y a rien de compliqué, c'est bien aligné. Bon, je vise pas à fond au départ. Des fois, il peut y avoir un problème. Mais là ils sont bien en face, il n'y a vraiment pas de souci. Donc c'est une étape assez simple ici. Donc voilà, on vérifie la carte mère, vraiment il n'y a vraiment pas de souci, tout est bien fixé au boîtier. Donc ensuite, tous les ports de la façade, sauf le Molex, je vais vous expliquer après, je les passe en bas. Le Molex va servir à gérer la bande LED. Donc je fais sortir tous les câbles de la façade, donc on va commencer tranquillement. Donc il y a HD audio, il y a de l'USB, Power Reset et compagnie, et l'USB 3.0. Donc HD audio, le plus simple, c'est le J Audio 1 qui est tout en bas à gauche. Et donc, il y a un petit détrompeur, vous ne risquez pas de vous tromper. Il y a juste à le clipser comme ça. Voilà. Ensuite, on va brancher ici JUSB 1 ou 2, peu importe. Donc, le petit câble USB également, il y a un petit détrompeur. Voilà. On va brancher notre USB 3.0, il y a une petite encoche ici. Pareil, on ne peut pas se tromper. Donc ici, l'encoche, c'est vers le haut d'ailleurs. Le câble SATA, on peut mettre sur le SATA 1, c'est bien, SATA 1, 2, mais je vais le mettre sur le 1. Donc pareil, il y a un branchement en L, il y a juste à l'aligner. Donc le SATA, on va le relier au disque dur ensuite, donc je vais le passer derrière. Donc voilà, on va s'attaquer au branchement maintenant de la façade. Donc c'est le JFP1, donc il y a Power, il y a HDD+, et moins LED. Et il y a également, il y a Power plus LED, Power moins LED. Donc uniquement le Power peut suffire. Donc le Power ici, ça va être celui de droite, le tout seul, on n'y tient pas compte. Le Power, ça va être les deux du haut à droite. Donc vous suivez bien le schéma, il est juste au-dessus, vous risquez pas de vous tromper de toute façon. HDD moins LED, HDD plus LED en bas à gauche. Ça, si vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Il suffit juste du bouton Power, le orange. Et Power plus, Power moins. Donc nous avons le vert à gauche et le blanc à droite. Donc là, nos branchements de la façade, il n'y a vraiment pas de souci. Donc maintenant, je vais vous expliquer les branchements. Donc ici, c'est le ventilateur que j'ai fait passer, le ventilateur arrière de 80 mm. Ici, c'est le Molex qui sort de la façade qui alimente la bande LED. Donc le Molex, on peut le mettre en chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est comme ceci. Donc d'un côté ou de l'autre, peu importe. Donc voilà. Et ensuite, je vais le relier à l'alimentation. Donc comme ceci. Donc là, l'alimentation, le Molex, ça va alimenter le ventilateur plus la bande LED de la façade. Donc maintenant on va installer la carte graphique, on déverrouille ici le port PCI Express. Il suffit juste de l'aligner comme ceci et on pousse jusqu'au bout. Voilà, il y a juste à clipser, on vérifie que ce soit bien verrouillé. Et donc ici il y a deux vis comme pour l'alimentation à mettre. Donc très simple. Donc voilà, pour l'alimenter, ce sera ici PCI Express. On va l'alimenter maintenant. Il y a juste à clipser comme ceci. Donc je ferai le câble management plus tard, mais c'est juste pour vous montrer les branchements. Donc le 6 pins branché ici. Le disque dur, ça se passe là-haut. Donc là, on alimente en SATA. Donc peu importe le câble SATA, je vais essayer de prendre le plus proche. Donc là, c'est un branchement en L comme le SATA classique. Donc on pousse jusqu'au bout. Le câble SATA, pareil, branchement en L qui est relié directement à la carte mère sur le port SATA 1 qui est juste en bas. Donc là, le disque dur est connecté en alimentation et relié à la carte mère. Ensuite, en haut, l'alimentation CPU, vous avez vu, se divise, il n'y aura qu'un seul à mettre. Et donc ici, le 24 pins de la carte mère, le plus gros. Pareil, on va les relier ensemble. Et vous ne risquez pas de vous tromper également. Il faut pousser jusqu'au bout. Donc je vais m'occuper maintenant du câble management et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne le câble management. C'est assez compliqué, il n'y a vraiment pas beaucoup de place.
ça va être difficile de fermer le couvercle. Bon, franchement, ça va être assez difficile, ça va forcer, mais franchement, il n'y a pas le choix ici. Je vais vous montrer de l'autre côté après, mais ça va être très difficile ici. Il va falloir forcer beaucoup même. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est vraiment le mieux possible. J'ai fait vraiment au mieux avec ce boîtier qui est vraiment très compact. Donc voilà, tous les branchements sont faits, on vérifie. Donc vous avez vu comment j'ai passé les câbles en bas du coup. Le seul regret de ce câblage, c'est de ne pas avoir passé, avant d'installer la carte mère, ici le câble CPU. CPU ici, il aurait pu passer vraiment dans le trou tout en haut, il aurait pu passer dedans, donc ça passe ici. Donc voilà, j'ai fait au mieux. C'est vrai que le principal, que ce soit aéré au maximum ici. Pour un débutant, il aurait pu laisser dépasser des câbles pas mal sur le bas ici, il aurait pu laisser pas mal de câbles, mais c'est assez difficile. Donc je vais forcer, je vais réussir à fermer la porte arrière. Ça va être très joli, la vitre en verre trempé. Un ventirad, ça passe sans souci sur ce boîtier. Si vous avez un petit SSD, pourquoi pas prendre un petit M.2 plus tard. Donc là, on est vraiment très bien. Et l'évolution possible ici également avec 16 Go en DDR4. Ça peut être vraiment cool. Donc petit processeur, carte graphique qui va bien, 8 Go de RAM. Franchement, là, c'est vraiment bien équipé. Le seul regret, c'est de ne pas avoir un petit SSD pour installer Windows. Donc voilà, le montage s'est vraiment très bien passé. C'est assez difficile le câble management, c'est assez compliqué. Faut vraiment serrer, mais j'ai voulu faire un truc assez propre. J'ai voulu que tous les câbles passent derrière, mais ce boîtier c'est légèrement juste à l'arrière. Au niveau des performances, j'ai fait pas mal de jeux. Donc je vais commencer par le jeu Apex. Donc j'ai joué à chaque fois en 1080p bien sûr. Donc Apex en qualité moyenne. Le filtre anisotropique, je l'ai mis en maximum. Et l'anti-aliasing, c'est du TSAA. Et en moyenne, c'était du 120 fps. Donc le jeu Apex, il n'y a vraiment pas de souci, qualité moyenne. Ça passe très bien, donc un écran comme là derrière 144 Hz, on en bénéficie. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Apex, il n'est pas très gourmand et ça fait plaisir. Deuxième jeu auquel j'ai joué, c'est CSGO qui est encore beaucoup joué. Donc CSGO d'ailleurs qui est gratuit sur Steam maintenant. Donc là, c'est toujours pareil, 1080p qualité moyenne. C'est du filtre anti-aliasing, c'est du MSAA en 2 fois. Et j'ai également mis le FXAA. Donc tourner en moyenne à 145 fps, c'était vraiment très fluide, pas de baisse de fps. CSGO, c'est pas très exigeant et sur un PC à ce prix-là, ça passe sans problème. Troisième jeu auquel j'ai joué, c'est le jeu Fortnite qui est encore beaucoup joué. Personnellement, j'aime pas trop Fortnite, mais je le teste parce que je sais qu'à chaque fois, beaucoup de gens jouent à ce jeu. Donc ici, j'ai mis en qualité faible, j'ai mis les distances en épique et j'ai fait toute une game sur foire d'empoigne. Donc ici, je tournais en moyenne en benchmark à 127 fps. Donc au début, c'était plus dans les 145, 150 fps. Et à la fin, plus ça arrivait, plus ça se resserrait. Et plus c'était assez compliqué, c'est descendu jusqu'à 60-70 fps. Alors je pense que 2 barrettes de mémoire, ça aurait été vraiment un gros plus sur ce PC pour garder un plus haut taux de fps. Autrement, ça passe sans problème, 60 fps, ça reste raisonnable, il n'y a pas de gros lag non plus en soi, mais je pense que le fait d'avoir 2 barrettes pour avoir du dual channel, donc 2 barrettes en DDR4, ce serait un gros plus. Parce que également j'ai joué à Warzone, et Warzone je pense qu'également il est très exigeant, je tournais tout le temps à 7,5 Go, donc les 8 Go arrivent à leur limite de plus en plus sur beaucoup de jeux. Donc là Warzone j'ai joué en qualité faible par contre, j'ai mis le filtre anisotropique au maximum, et j'ai mis en anti-aliasing le SMAA, T2X, donc le plus performant on va dire. Donc en moyenne j'ai tourné en benchmark sur toute une game de pillage, j'ai tourné à 64 fps. Au niveau de l'overclocking, je vais en parler maintenant, donc je l'ai overclocké à 3,8 GHz, et donc là on gagne quand même 11 fps de moyenne, donc 75 fps de moyenne, c'est quand même un peu plus fluide et il y a légèrement moins de chute. Donc la fréquence est quand même super importante quand on joue surtout en 1080p. Également j'ai fait le benchmark de Tomb Raider, donc Tomb Raider en qualité moyenne 1080p, j'ai tourné à 57 fps de moyenne, et également le benchmark de superposition, donc qualité moyenne également, à 65 fps de moyenne. Donc deux jeux qui sont quand même plus gourmands. Donc on voit quand même ça tourne en moins dans les 60 fps, donc des jeux d'aventure 60 fps, ça pose pas de problème. J'ai lancé le classique 3D Mark Demo qui est disponible sur Steam, donc le benchmark Time Spy. Donc là j'étais à 3905 points, ce qui est vraiment très correct, avec un score CPU assez faible à 2550 points. En overclockant, 4296 points et surtout le score CPU qui est monté à 3121 points. Donc là, le petit overclocking, ça en bénéficie. En jeu également, ça en bénéficie. Donc 3,8. De base, il va tourner en boost à 3,45. Et pour le fun, j'ai lancé un petit Cinebench R20. J'étais à 1043 points. Et en overclocking, 1437 points. Donc 40% supplémentaires en overclockant. Donc au niveau du bruit, il est juste à côté de moi. Je pense que vous l'entendez légèrement. Au repos, il tourne à 40 décibels. C'est pas silencieux, et en maximum en jeu en benchmark il est monté jusqu'à 47 décibels, ce qui est quand même assez élevé.
Après, il y a toujours moyen d'améliorer, mettre un meilleur ventirad, changer les ventilateurs. D'ailleurs, en façade, je vais en parler après des températures, mais mettre un 120 mm, ça aurait été quand même un plus. Donc niveau température, le processeur maximum en benchmark, c'était 66 degrés. Et le maximum, la carte graphique en benchmark, 72 degrés. Donc dans tous les cas en jeu, c'est un tout petit peu moins. Et là, pour le coup, en overclocking, en benchmark, le processeur atteint 79 degrés. Et en jeu, en overclocking, il atteint 70 degrés, ce qui est vraiment pas dérangeant en soi. Même si quand même un petit ventirad ça aurait été un petit plus. Donc pour conclure, ce PC qui coûte entre 450 € et 500 €, qui est vraiment très performant je trouve personnellement, donc des petites baisses de FPS sur certains jeux, je pense que le gros plus ça aurait été de faire soit du dual channel, soit mettre directement 16 Go en DDR4, et là il n'y a vraiment pas de souci, ça fait tourner tous les jeux du moment. Vous avez vu en qualité correcte, à plus de 60 FPS, ça passe sans souci. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt, ciao bye.